Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'ISTC. Je suis Pierrot Turki et j'ai l'immense chance et privilège de diriger cette école depuis un peu plus de 5 ans, bientôt 6. Je vais être très bref parce que c'est pas moi que vous êtes venu écouter ce soir, mais il me tenait particulièrement à cœur de vous accueillir, de remercier le réseau Alliance qui est un partenaire privilégié et qu'on est très heureux d'accueillir ici dans les murs de l'école ce soir. De remercier aussi, Lorraine va vous les présenter, nos interlocuteurs du soir, BETC, Rocket, l'ADEME et Southpol qui nous ont envoyé, je pense, leur meilleur ambassadeur. Et puis pour une thématique qui finalement est chère, je pense, à chacune et à chacun d'entre nous. Donc je pense qu'on sera tous passionnés, captivés, et puis aussi un peu concernés. J'en parlais tout à l'heure à Lorraine en off. Je vous donne un exemple. Ce qu'on appelle ici à l'ISTC l'engagement sociétal et qui embarque bien entendu toutes les questions autour de la RSE figure en très large position et en place privilégiée dans notre plan stratégique. Et pourtant, on n'en parle pas énormément. Et donc, voilà, peut-être que vous allez nous éclairer ce soir sur les raisons qui nous amènent peut-être à être discrets sur certaines de ces thématiques. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci infiniment au réseau Alliance pour la confiance et pour finalement avoir délocaliser ou localiser cet événement ici à l'ISTC. Puis je vous souhaite à toutes et tous de partager un bon moment que je veux riche et éclairant. Et merci à nos intervenants. Bonne conférence à toutes et à tous. Eh bien, bonsoir à tous. Je me présente Lorraine Le Fournaire. Je suis responsable des projets éditoriaux chez Réseau Alliance. Et nous avons le plaisir avec l'ISTC de vous proposer ce temps d'échange autour du greenwashing. C'est une tendance que l'on voit émerger depuis quelques années qui consiste, comme vous avez pu le voir, à ne pas communiquer sur ses actions environnementales. Et forcément, eh bien, ça nous a questionné. Réseau Alliance, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un réseau qui fédère des professionnels de la RSE, des professionnels engagés dans ces démarches de transition environnementale, sociétale. Et nous avons besoin de continuer à massifier ces sujets, d'avoir des structures finalement qui osent encore mettre en avant ces sujets-là. Le partage de pair à pair, il est essentiel pour notre association. Et puis, en tant que plateforme de coopération, eh ben, on a aussi besoin que les entreprises osent se dévoiler pour mieux travailler, collaborer, échanger ensemble. Et le greenwashing, eh bien, à nos yeux, c'est un blocage véritablement à lever. Alors, l'idée de cette conférence, c'est vraiment c'est un temps d'exploration, voilà, pour comprendre un petit peu les contours de cette tendance. On a le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Valérie Martin, bonsoir. Vous êtes chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME, co-autrice également du guide de la communication responsable. Vous êtes également accompagnée de Valérie Richard, bonsoir, responsable RSE de BETC, agence de publicité présente en France et à l'international. Vous aussi très engagé sur ces sujets de communication responsable. Eduardo Menchaca, bonsoir. Vous êtes Head of Communication chez Rocket, entreprise familiale, leader mondial des ingrédients d'origine végétale et fournisseur d'excipients pharmaceutiques. Et puis enfin, Adrien de Céligny, bonsoir, principal consultant chez Southpol, un cabinet qui accompagne justement les entreprises dans leur démarche de décarbonation, avec là encore une présence en France et à l'international. Bonsoir à tous les 4 et merci d'avoir accepté cette invitation. On va démarrer avec vous, Adrien. Chaque année, Southpol publie un rapport Net Zero. Déjà en 2022, il était question de greenwashing, mais avant de s'intéresser à son évolution, est-ce que vous pouvez déjà nous partager quelques éléments de définition pour qu'on comprenne finalement de quoi il s'agit? Alors, bonsoir à tous. Le greenwashing, c'est tout simplement un peu le fait d'arrêter de communiquer sur les sujets environnementaux ou de progrès dans ces sphères-là, ou de moins communiquer sur ces sujets-là. De manière très simple. C'est un phénomène, effectivement, Southpol a publié ce premier rapport en 2022, qui témoignait déjà de cette tendance. Et donc, le rapport était sur plus d'1 millier d'entreprises à travers le monde, donc ça concernait vraiment toutes les régions dans le monde, et à peu près tous les secteurs aussi, et plutôt des grosses entreprises, c'est-à-dire que c'est plutôt des entreprises qui sont au-delà de 1000 salariés et plutôt dans les 3000, 5000, voire au-delà. Donc,
ça, c'est une première tendance qui avait été observée en 2022. C'est une tendance qui a été confirmée dans notre rapport 2024, qui s'est même amplifiée. Alors, on pourra parler de tout le contexte qui pousse à ça, mais voilà, ça s'est vraiment amplifié dans ces périodes-là, au point où, dans le rapport, il y a plein de chiffres qui sont sortis, mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a 70% des entreprises interrogées sur ces 1400 qui pratiquaient le greenwashing. Ah oui, donc c'est vraiment un phénomène vraiment réel, on est sur des chiffres quand même assez élevés. Tout à fait. Donc 70%, oui. Vous aviez d'autres chiffres? Après, particulièrement aussi, après, il y a des régions où c'est un peu différent, mais en tout cas en Europe, très prégnant en Europe, et très prégnant en France en particulier. Donc la France, peut-être, ses ambitions. Absolument, et en sachant que je pense qu'on a aussi un côté, je le vois bien par rapport à d'autres pays en Europe ou dans le monde, on est quand même très avancé sur ce sujet-là, c'est mature, donc je pense qu'on se prend en premier les vagues de ce genre-là. Donc effectivement, on a 82% des entreprises en France qui pratiquent. Qui pratiquent ce greenwashing. Vous souhaitiez nous partager d'autres chiffres, Adrien? On est bon. On est bon. Depuis le début de l'année, vous commenciez à en parler. Hein, on a une actualité assez dense, notamment au niveau politique, l'arrivée de Donald Trump, les récentes évolutions réglementaires, notamment au niveau européen. Vous le disiez, du coup, c'est une tendance qui s'accélère. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre analyse sur l'évolution de cette tendance-là? Bon, alors, déjà, je pense que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau pour ceux si je reprends le Grenelle de l'environnement, il y a eu toute une poussée de ces sujets-là déjà à l'époque, il y a plus de 15 ans. Et puis à un moment, Nicolas Sarkozy a dit l'environnement ça suffit, et il y a eu plein de petits éléments comme ça qui font qu'il y a eu une retombée du soufflet. Donc pour moi, le phénomène, il est clairement de toute façon cyclique. Et je pense que ce phénomène va, on l'espère fort heureusement, se résorber ou se réduire dans les temps futurs. Et que voilà, mais voilà, je pense qu'il y a déjà un côté cyclique. Et après, oui, effectivement, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. L'élection de Trump, c'est sans doute, je sais pas si c'est le fou la poule, mais en tout cas c'est un des éléments. Il y a aussi le contexte réglementaire qui a amené de l'incertitude et qui fait que les entreprises avaient du mal à se projeter. Enfin, dès qu'il y a de l'incertitude, c'est compliqué, on va dire. Donc et puis aussi il y a eu effectivement beaucoup plus de regard critique de la société en général sur les communications des entreprises, et donc il y a une espèce de peur qui s'est installée avec les ONG qui critiquaient de plus en plus des communications qui pour le coup étaient parfois franchement on va dire limite pour rester sobre. Quel est le profil de ces entreprises? C'est plutôt des grosses entreprises. Est-ce que, je sais pas, il y a des secteurs qui sont plus représentés que d'autres? Qui sont-elles, ces entreprises? Il y a dans l'étude, en tout cas, on constatait que ça concernait à peu près tous les secteurs. Il y a le secteur de l'énergie, le secteur des biens de consommation sont évidemment très touchés par ça. Enfin, on a en tête des campagnes de grandes marques de style H&M, Shine, etc. Sur l'énergie, de Total Energy, de PP, de Shell, voilà, qui sont donc ces secteurs-là clairement sont touchés, mais globalement il y a quand même beaucoup de secteurs touchés. Donc c'est pas juste un phénomène sectoriel, on va dire, c'est vraiment un phénomène qui touche l'ensemble des entreprises. D'accord, qui est plutôt global. Ouais. Et là, sur ce que vous avez identifié, plutôt des grosses, mais on imagine aussi que des petites et moyennes entreprises peuvent être aussi touchées par ce phénomène. J'imagine aussi. Après, peut-être que les autres interlocuteurs ont d'autres éléments là-dessus. C'est vrai que moi, je les vois moins personnellement parce qu'on accompagne moins ces entreprises-là. Et après, elles ont sans doute moins les moyens de communication et qu'ont des grosses entreprises. Donc, de manière ignorante, je sais pas. Après, je laisserai parler les spécialistes là-dessus, mais j'ai moins cette vision-là. Très bien, merci beaucoup pour ces premiers éléments de définition. On a justement avec nous deux professionnels, une professionnelle de la RSE, un professionnel de la communication. Je vais commencer avec vous, Valérie Richard, sur le volet de la RSE. Quel regard vous portez sur l'évolution de votre métier depuis ces dernières années, notamment au regard de cette thématique qui nous réunit ce soir? Bonsoir à toutes et à tous. Alors oui,
depuis ces dernières années, la RSE a beaucoup évolué, elle s'est professionnalisée, et surtout il y a eu un gros volet de réglementation qui nous a aidés justement à avoir plus de pouvoir au sein de nos sociétés pour faire en sorte que la RSE se déploie. Et puis il y a aussi eu une grande demande au niveau des stratégies de décarbonation, notamment avec SBTI, et donc tout ça fait que les les départements RSE se sont professionnalisés dans la data, dans la preuve, dans la recherche de comment faire des plans d'action qui soient vraiment les plus impactants possibles, avec une évolution chiffrée. Et ça, c'est extrêmement intéressant justement pour professionnaliser ce secteur qui maintenant est complètement plus data que engagement, que se donner comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif. Et donc effectivement, ce sont des choses qui sont moins facilement communicables, en tout cas moins sexy à communiquer sur les sujets environnementaux, sur l'évolution d'une décarbonisation d'une entreprise. Effectivement, on n'attend pas forcément de la communication par rapport à ça, à part dans les rapports RSE et dans tout ce qui est communication B2B. Et donc, c'est effectivement un département qui s'est vraiment professionnalisé dans la data et dans les objectifs chiffrés. Voilà. Depuis ces dernières années. Eduardo, quel regard vous portez-vous sur l'évolution de votre métier, pareil, au regard de ce greenwashing? Bonjour à tous et merci pour l'invitation à participer ici aujourd'hui. Je pense que je suis totalement d'accord avec Valérie, avec l'évolution des métiers RSE, la professionnalisation, les données, les facts qui sont plus évidents maintenant. Et ça a aidé à faire une communication aussi plus factuelle. Mais côté l'évolution de la communication, je dirais, le greenwashing, c'est aussi la contrepartie du greenwashing. Donc, avant une étude un peu plus rigoureuse de nos données de développement durable, et avant d'avoir les scrutins de l'opinion publique beaucoup plus forts comme aujourd'hui, je pense qu'il y avait un sujet de greenwashing, de trop parler de développement durable, qui, à la fin a devenu un greenwashing. Donc, moi, je pense que je soutiens totalement ça que Valérie vient de dire, et j'ajouterais que l'évolution de la communication, notamment, était aussi une partie de corriger quelques erreurs que nous avons fait, que la société a fait, de peut-être trop parler. Je me souviens, je suis arrivé chez Rocket il y a 9 ans. Rocket, comme vous l'avez dit, c'est une société qui en fait des ingrédients alimentaires d'origine naturelle et des excipients pharmaceutiques. Donc pour nous, la nature, c'est essentiel. Une dégradation de la nature, c'est une dégradation de notre modèle de business. Donc comme ça, on a toujours parlé de notre ambition de développement durable. Mais quand je suis arrivé ici, avec les profils discrets de Rocket, tout le monde me disait, bon, on parle pas assez de nos actions de développement durable, mais c'était vrai qu'à ce moment-là, tout le monde parlait de développement durable. Tout le monde était durable. Et le greenwashing est devenu aussi un obstacle pour une crédibilité que nous récupérons aujourd'hui avec une communication plus factuelle, et que parfois on peut devenir à l'autre côté, que c'est cacher les actions à cause des risques associés à l'excès de visibilité sur des choses qui peut-être pourraient n'étaient pas être suffisamment fondées, suffisamment justifiées. On va en parler de toute façon de ce greenwashing. Chez Rocket, vous l'avez dit, vous parlez développement durable et pas RSE. Ça, c'est important aussi pour l'entreprise. Pour nous, la responsabilité sociale d'entreprise, c'est une obligation. On ne peut pas développer nos activités d'une manière non responsable. Par contre, le développement durable, c'est une stratégie. C'est assurer que la croissance que Rocket a eue pendant 92 ans déjà va continuer pour les prochains 92. Et pour ça, il faut développer l'aspect économique, mais il faut développer aussi l'aspect social, l'aspect environnemental aussi. Donc c'est pour ça que nous parlons plutôt de développement durable comme quelque chose qui est bien lié, bien attaché à la stratégie. Les RSE, c'est plutôt une obligation par défaut. Et le développement durable, c'est une stratégie vraiment pour assurer
qu'une société familiale comme la nôtre va être plus pérenne. Plus pérenne, voilà. Hisser ces sujets-là au niveau stratégique. Du coup, Valérie Eduardo, est-ce que c'est toujours intéressant de valoriser ces actions environnementales aujourd'hui? Est-ce que ça fait encore la différence quand il y a une décision d'achat, ou est-ce que c'est toujours intéressant, selon vous, de communiquer sur ces sujets-là? Bon, oui. C'est rassurant. Mais c'est rassurant, mais c'est à nouveau, il faut avoir quelques garde-feux. Et ça doit être factuel, et aujourd'hui, on a la possibilité d'être beaucoup plus factuel. Et nous faisons toujours une communication soutenue par des autres parties prenantes, les index EcoVadis, les third party endorsements, non, je sais pas comment le dire en français. Mais c'est ce que c'est important aussi d'utiliser ou d'appliquer les mêmes rigueurs que nous appliquerons pour la communication financière. Tu ne vas pas faire une communication financière si tu ne peux pas soutenir les data, et ici c'est un peu la même chose. Et puis c'est d'ancrer la communication sur les valeurs de la société. Nous sommes une société ok, que c'est parfois discret, et moi je dis la discrétion c'est une vertu, le secret non, mais la discrétion, ça nous aide aussi à faire une communication factuelle, authentique, qu'elle n'était pas excessive quand on parlait de greenwashing. Plus maîtrisée finalement. Plus maîtrisée, pour vous, en termes de... Valérie, vous souhaitiez rebondir également sur cette question-là? Oui, je pense qu'il faut aussi, je suis d'accord avec vous, Eduardo, bien sûr, et je pense qu'il faut distinguer la communication corporate, en fait, la communication d'une entreprise et la communication d'une marque auprès du grand public. Il n'y a pas les mêmes objectifs entre les deux. Et pour la communication corporate, effectivement, c'est quasiment, c'est quelque chose, c'est une obligation en fait que de communiquer sur ses engagements environnementaux auprès des investisseurs, auprès de ses parties prenantes, etc. Donc ça, c'est une chose. Et après, auprès du grand public, quand on est une marque, effectivement, c'est très intéressant de communiquer sur l'aspect environnemental quand il est vrai, quand il est réel, quand il y a des preuves, quand il y a quelque chose à raconter. Ne serait-ce qu'un chemin, hein, c'est pas forcément ouais, on a tout fait bien, ça y est, on est les meilleurs, ce qui n'est jamais le cas, puisque de toute façon ça restera toujours un chemin. Mais le fait justement de communiquer sur les efforts qu'on fait, sur les résultats qu'on a obtenus, sur ce qu'on va faire après, c'est quand même important. Ça apporte de la confiance à la marque, ça apporte une bonne image à la marque, et c'est quelque chose qui sera toujours de toute façon positif auprès des consommateurs. Rapidement, est-ce que la manière de communiquer aussi sur ces sujets a changé selon vous? Oui, de toute façon, là, comme je disais, il y a une réglementation. Alors, je parlais surtout du rapport des départements RSE, mais il y a une réglementation très forte en matière de communication aussi maintenant. Et donc, de toute façon, si on veut communiquer sur un argument environnemental, on est de toute façon obligé d'avoir les preuves de ce qu'on veut avancer. Donc c'est forcément un discours qui doit être juste, réel, proportionné. Mais ça, Valérie Martin le dira très bien tout à l'heure. Et donc ça change de ce côté-là, puisque ce sont des preuves qu'on doit apporter. Et après nous, en tant qu'agence de publicité, ce qui est compliqué pour nous, justement, c'est de le dire de façon courte, et parfois il y a beaucoup de mentions légales à rajouter, et donc toute la difficulté pour nous, c'est quand même de rester créatif, d'engager les créatifs aussi à rester créatifs, de pas leur donner trop de choses en disant attention, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, et après ils nous disent finalement j'ai le droit de rien dire. Donc nous en tant que publicitaires, on est en train de développer une nouvelle compétence qui est de savoir briefer les créatifs pour les engager à faire une communication qui soit bien dans les clous, qui reste créative et qui coche les cases de ce qui est demandé. Et c'est normal que ce soit demandé comme ça. Oui, on connaît en plus l'importance des briefs. On comprend ici donc que la manière de communiquer a changé. C'est pour répondre également aux attentes des consommateurs qui ont elles aussi évolué ces dernières années. Valérie Martin, chaque année l'ADEME publie aux côtés de Greenflex un baromètre autour de la consommation responsable, un baromètre qui a fêté d'ailleurs l'année dernière ses 20 ans. Justement, comment vous voyez l'évolution des consommateurs vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis de cette thématique du greenwashing? Merci, bonjour à toutes et à tous. En fait, ce que je vais vous donner comme information, c'est le rapport de 2024.
le rapport de 2025 qui sort le 24 juin. Donc je vais pas déflorer, mais peut-être des choses qui continuent à être importantes. Il nous dit à 70%, je fais le lien entre ma consommation, la protection de la planète. C'est du déclaratif, mais c'est quelque chose qui reste à peu près stable. Le problème, c'est qu'en 2024, on a relevé une société qui tendait vraiment à se polariser entre des ultra mobilisés et puis des gens qui deviennent des réfractaires extrêmement importants. Donc cette polarisation, elle pose aussi un problème de positionnement aux entreprises et pour savoir de quelle façon pouvoir apporter des éléments. Deuxièmement, ils nous disent c'est du déclaratif bien sûr, ils déclarent qu'ils sont beaucoup plus engagés. Par exemple, ils sont 28% l'année dernière contre 10% en 2017 qui disent qu'ils signent systématiquement des pétitions en ligne. Ils nous disent aussi à 65% qu'ils se tournent vers des magasins autres, donc ils n'exigent pas à changer de magasin pour se tourner vers des options plus engagées, magasins bio ou producteurs locaux. Mais surtout, ils disent mais moi je fais ma part. Alors vous, entreprises, vous, État, vous, collectivités publiques, il faudrait peut-être que vous passiez un peu plus à l'action. Pour ça, il y a des choses que je voulais dire là, parce qu'il y a des choses qui m'ont quand même un peu sursauté, et on voit bien que il y a des arbitrages qui se font en termes de durabilité, mais néanmoins, il y a une différence entre ce qui va concerner l'intention et le passage à l'action. Ça, il est important. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est pressurisé, qu'on se retrouve dans un monde qui est consumériste, productiviste, illimitiste, technosolutionniste, etc., et qui pose un véritable problème parce que les citoyens, ils savent plus trop comment se retrouver. Le deuxième point qui est important peut-être à noter aussi, c'est qu'ils disent, OK, il faut que les entreprises vous engagez. Vous communiquez sur vos actions environnementales, mais on vous croit pas. Il y a quand même à 29% qui disent ce sont des mensonges. Donc on ne croit plus finalement. On ne les croit pas. Les communications aujourd'hui. Mais non, parce que vu les arguments qui sont avancés, et on a deux acteurs très engagés. Enfin, l'essentiel ne veut pas dire qu'ils apportent beaucoup de preuves. On va être quand même honnête. Et quand elles sont là, elles posent question dans la façon dont elles vont être formulées. On a quand même des gens qui aujourd'hui ont été formés en matière de marketing, de communication, pour être toujours des gens qui mettent en avant le bon coup, le plus. On est Madame ou Monsieur Plus, et surtout on ne sait pas nécessairement que on peut dire que on communique avec justesse. Et c'est là où ça peut poser problème. Parce que justement, la posture clé qui pour nous, les trois messages clés de la posture idéale en matière de communication, c'est quoi? L'humilité, la sincérité et les preuves, la transparence. Les trois quarts, il y a encore beaucoup d'entreprises, enfin les trois quarts c'est pas vrai, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ne respectent pas ces principes-là. Je dis, et je suis d'accord avec Valérie, dans le baromètre Adem Greenflex, personne ne dit qu'il faut être parfait. Les citoyens, ils n'attendent pas des marques, qu'elles soient des marques parfaites. Ils disent juste, est-ce que vous avez vraiment compris les enjeux dans lesquels on était? Et donc, qu'est-ce que vous faites pour accompagner? Quelle est la trajectoire sur laquelle vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses? Mais on sait que le zéro quelque chose, ça n'existe pas. Le 100 machin, ça n'existe pas de façon absolue. Et ça, je pense que c'est aussi des choses qui sont importantes et qui tombent bien dans le baromètre Greenflex. Je vous ai aussi apporté autre chose au-delà de ces 81%. C'est que ça ne veut pas dire qu'ils veulent pas qu'il y ait des choses supplémentaires qui se fassent. Et en particulier, ils disent que pour 75%, ils sont favorables à l'interdiction par l'État de la publicité pour les produits les plus néfastes à l'environnement. Et ils incitent en plus les entreprises à changer de modèle économique. Ça fait écho avec ce que disait Adrien tout à l'heure. C'est important, parce que là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les consommateurs sont loin d'être idiots. Il y a tout un tas de choses qu'ils repèrent en termes de techniques de communication ou autre, etc. Et ça, je pense que ça fait partie aussi des choses qui sont à mettre en avant. Après, la trumpisation de la société dans laquelle nous vivons, le backlash écologique auquel nous sommes confrontés vont faire que les résultats de nos travaux, de nos baromètres, ça l'intéresse, pas des sondages, mais des baromètres,
forcément, ils vont être un petit peu différents cette année. Et ça veut pas dire pour autant qu'il reste pas un très haut niveau d'exigence vis-à-vis des marques. Et si les marques ne font pas ça, de toute façon, je sais plus quel est le chiffre absolument horrible, mais 80% des gens pourraient voir disparaître une marque sans que ça la fasse quoi que ce soit. Pour les plus âgés, imaginez-vous, on nous aurait dit que la purée mousseline allait disparaître. Bah, ça nous aurait fait un choc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de citoyens pour lesquels ça ne leur fait plus rien. Et ça doit interroger aussi véritablement les marques. Donc c'est pas simplement une communication, la communication responsable, c'est pas faire de la communication sur sa responsabilité, mais c'est vraiment de prendre ses responsabilités. Et c'est là où on a une vraie différence. Et il y a un changement vraiment de posture à avoir. Quel lien du coup vous faites entre le greenwashing, vous parliez tout à l'heure des consommateurs qui repèrent, qui sont beaucoup plus attentifs, entre le greenwashing et le greenwashing, on a commencé un petit peu à en parler. Vous, quel lien vous faites entre ces deux tendances? Je suis d'accord avec Eduardo, ce sont des facettes d'un même problème. Dans greenwashing, et c'est vrai, peut y avoir soit on arrête de communiquer, soit on communique, on réduit ses ambitions de communication. Enfin, il faut quand même se poser une question. Il y en a pour qui c'est un joyeux alibi. On en parlera justement. L'alibi par rapport à la réglementation, de dire mais moi je communique plus parce que franchement j'ai trop peur. Il y a celle-là. Et celle-là, ça pose un vrai problème. Et puis il y a les autres. Parce qu'il y a c'est ça que je fais comme différence. C'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises pour lesquelles elles disent, bon, moi je fais des trucs, comment je vais pouvoir communiquer? C'est peut-être ce que voulait dire Pierrot tout à l'heure. C'est important, comment je vais communiquer? Mais elles savent que de toute façon, elles vont devoir communiquer. Donc elles apprennent un certain nombre de choses. Donc peut-être que au niveau du greenwashing et du greenwashing, c'est vraiment cette évolution-là sur laquelle je pense qu'il y a quelque chose qui a regardé, c'est-à-dire comment on se positionne. Et simplement le greenwashing, c'est pas simplement parce qu'on a peur, ça peut être aussi et beaucoup une façon de faire une forme de lobbying contre des régulations qui aujourd'hui existent. Oui, vous parliez tout à l'heure, Valérie Richard, d'opportunités aussi pour votre en matière de réglementation. Donc on a vraiment un peu tous les points de vue. Valérie, Adrien, est-ce que vous aviez des exemples peut-être en matière de pratiques de greenwashing à nous partager, ainsi que les conséquences de ces pratiques sur les différents volets réputationnels, juridiques, économiques? Moi, il y en a un que je regardais de près, c'était toutes les entreprises qui communiquaient sur la neutralité climatique à une époque, il n'y a pas si lointaine, et qui le font plus. Mais en fait, ça c'est en tout cas, c'est un des exemples, à mon avis, un des excès qui a amené les gens à se dire, mais attendez, neutralité climatique, c'est compliqué quand même, non? Donc, et pourtant ils le disent qu'ils vont le faire, et effectivement, quand on regardait, non, ils peuvent. Clairement, c'est pas possible, ou en tout cas pas dans les temps déterminés. Donc, et la neutralité climatique, il y en a plein qui l'ont fait. Mais effectivement, plein de. Alors, il me semble Apple, mais après plein de dans les voyages en avion, les Air France, les Lufthansa, les vols neutres, etc. Bref, ça a vachement pullulé à une époque, et ça, ça faisait partie clairement des excès qui font que on a eu le contre-coup, on a le contre-coup du greenwashing. Après, il y a beaucoup de majors, je les ai cités un peu tout à l'heure, mais BP, Total Energy, on va dire, c'est un exemple, mais Total Energy s'est fait attaquer par Greenpeace parce qu'ils divisaient par 3 leur bilan carbone et ils incluaient pas un certain nombre d'activités. BP s'est fait attaquer, H&M sur la fameuse Conscious collection. Donc voilà, ça c'est des exemples concrets qui montraient que et typiquement sur H&M, ils disaient super, donc regardez, nos produits sont plein de recyclables, etc. alors qu'ils avaient inversé des plus et des moins dans certains trucs. Enfin, j'ai regardé pour préparer la conférence, c'est hallucinant. Et en fait, c'était globalement basé sur du vent. Les gens s'en sont rendus compte, donc très bien. Donc voilà, et on est tombé dans du greenwashing. Valérie Martin. Peut-être quelques-unes. Bon, il y a eu le Dieselgate à une époque. Faut quand même. Ça a été. C'est parti de là. Enfin, c'est un peu beaucoup parlé là. Il y a surtout. Alors, ça peut être du name and shame, un enjeu de réputation. Parce que, par exemple, vous êtes attaqué au niveau du jury de déontologie publicitaire. Par exemple, on parle de celle de Apple.
entre l'aluminium durable, l'iPad qui permet de sauver la planète. Je résume, je m'en excuse. Mais enfin bon, il y a tout un tas de choses qui... Et puis là, vous savez, le verre partout, et puis la petite terre. Donc il y a quand même là-dessus un certain nombre de choses qu'on peut repérer. Et là, c'est les consommateurs, ils sont quand même un peu gênés aux entournures de voir ce genre de choses. Mais le name and shame, vous allez me dire, on n'en parle pas beaucoup. Ça, c'est un de nos principaux problèmes. Mais après, il y a aujourd'hui, on a des procès. Donc, on a celui de Total Energy, contre, il y a Greenpeace, il y a les Amis de la Terre, il y a, j'ai oublié des autres, pardonnez-moi pour les autres, c'était le 5 juin, il y a eu le procès. Les résultats seront donnés, au mois d'octobre 2025. Aujourd'hui, ça va loin aujourd'hui. Il y a on a changé, on est passé de un enjeu réputationnel à un risque réel, juridique, mais aussi un risque de sanctions financières, puisque la loi, notamment climat et résilience, elle dit bien que si vous ne respectez pas un certain nombre de choses, et en particulier sur la communication neutre en carbone, et je vous rappelle que c'est impossible, hormis pour la planète et pour les États d'être neutre en carbone, la bouteille d'eau, la tomate ou autre, etc., ne peuvent pas être neutres en carbone. Eh bien, à partir de ce moment-là, il peut y avoir des sanctions financières si vous le déclarez sans preuve. Il y a d'autres choses qui sont en train d'être faites, c'est-à-dire que vous avez Adidas, New Balance, c'est Zero Waste France qui les a attaqués. Là aussi, c'est important. Il n'y a pas qu'en France. À l'international, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et je pense que, du coup, pour beaucoup d'entreprises, c'est devenu un risque beaucoup plus important. On n'est plus sur de l'ordre moral. Il y a de l'économie. On a du risque financier et du risque juridique au pénal ou au civil. Et vous pouvez également être attaqué au pénal. Donc ça, c'est quand même un vrai changement et sur lequel je pense qu'il y a un regard beaucoup plus important que par le passé où on se disait, oui, il va y avoir un petit peu de critique, mais c'est pas bien grave. Valérie Richard, vous en tant que professionnelle de la RSE, quels sont les éléments de preuve justement sur lesquels vous vous appuyez pour ne finalement pas tomber dans du greenwashing ni dans du greenwashing? Finalement, il y a une ligne de crête, un juste équilibre. Sur quoi vous vous appuyez, vous, dans votre quotidien? Alors moi, je peux déjà parler pour les campagnes qui sortent au sein de l'agence. Justement, on fait en sorte de ne pas faire de greenwashing et c'est assez bien processé puisque toutes les campagnes passent par le département juridique. Il y a une prévalidation de tous les scripts en amont qui passent cette première révision avec beaucoup d'échanges avec les créatifs parce que souvent ça fait débat. Et à côté de ça aussi, il y a toute une transformation de nos métiers parce que c'est vrai, comme les exemples que vous racontiez précédemment, on y a contribué. Et nous, en tant qu'agence de publicité, on n'a pas toujours été des gens très fréquentables. Donc, on a fait des publicités parfois un petit peu limites. Et donc, c'est tout un secteur en fait qu'il faut former à ces nouvelles façons de faire. Oui, c'est un métier qui évolue aussi et il y a besoin d'accompagner aussi c'est un métier de formation, des enjeux de formation. Exactement, c'est un métier qu'il faut accompagner en matière de formation. Alors les étudiants, bien sûr, tous les futurs communicants doivent être formés à cette nouvelle façon de communiquer, mais toutes les personnes qui sont déjà sur le secteur, en secteur d'activité, elles aussi doivent être formées et donc c'est un énorme enjeu que de transformer les métiers, donc les métiers du conseil, les métiers de la production aussi, parce que la production a aussi un rôle à jouer dans les émissions, la réduction des émissions de CO2 d'une campagne, le planning stratégique, toutes les créatifs, toutes ces personnes doivent être formées justement à ces nouveaux enjeux et à la façon dont la communication doit se mettre en relation avec la transition écologique et sociétale qu'on est en train de vivre. J'espère qu'elle va continuer à évoluer malgré ce petit arrêt qu'on est en train de vivre tous. Mais en tout cas, il y a tout un programme de formation qu'on a mis en place qui s'appelle la Sustainable Academy chez BETC et qui justement permet de former tous les métiers qui sont là pour faire des publicités
à ce qu'on appelle la communication responsable. Donc, comment est-ce qu'on fait des messages responsables, comment est-ce qu'on fait des narratifs responsables aussi, comment est-ce qu'on produit de façon responsable. Donc tout ça fait partie d'un cycle de formation obligatoire auprès des personnes qui sont en charge de ces sujets-là. Donc vrai enjeu de formation. Ah mais c'est vraiment c'est la clé des choses. Oui. Et au-delà de la formation, il y a aussi tous les outils après qu'on met en place derrière pour passer à l'action. Donc par exemple pour les créatifs maintenant ils ont une checklist de tout ce qui comment faire un narratif responsable avec plusieurs catégories où ils doivent regarder est-ce que ça je peux le faire ou pas, etc. Un vrai accompagnement aussi derrière pour et formation et outils les professionnels. Eduardo, vous êtes aussi un professionnel de la communication. Comment vous gérez de manière opérationnelle ce risque réputationnel quand vous communiquez? Alors vous êtes sur du secteur B2B, mais néanmoins quand vous affichez quand même ces ambitions environnementales, quels sont vos leviers aujourd'hui? C'est à nouveau ça que j'ai dit de s'assurer d'une communication factuelle. Et c'est exactement la même chose que tu viens de dire, Valérie, maintenant. C'est d'assurer qu'il y a un processus pour regarder toute la communication, assurer qu'il y a un suivi, pas seulement des départements de la communication, que c'est vrai que c'est monsieur ou madame plus, mais assurer qu'il y a l'intervention des avocats, des départements légaux, des auditeurs externes, etc., pour assurer que la communication soit vraiment factuel. Ça que je voulais ajouter aussi pour la partie risque, il y a clairement un risque réputationnel, juridique, de trop exagérer l'impact environnemental des actions, mais il y a aussi un vrai risque aujourd'hui de business si tu n'arrives pas à communiquer sur ce que tu fais. Donc inversement, c'est nécessaire quand même de communiquer pour des enjeux business. C'est une réalité. Dans les B2B notamment, les clients nous demandent tout le temps la preuve d'une communication factuelle. Si tu n'arrives pas à communiquer, à démontrer que tu fais des choses, que tu continues à progresser, les risques de n'être pas certifié pour ces clients existent. Donc il y a un risque réputationnel, un risque juridique, mais il y a aussi un risque de business. Et on parlera un peu plus tard des risques employer branding, parce que les salariés, et Valérie, tu disais, il y a toujours l'aspect de la crédibilité. Et quand nous parlons notamment de nos salariés, sont un public très très spécial, parce qu'ils vont voir tous les jours la réalité de la société. Donc si ta communication sur le sujet de développement durable, sur quel que soit le sujet, si c'est pas une communication authentique sur la réalité que tu peux vérifier tous les jours quand tu arrives à travailler, ça va avoir un impact énorme sur la crédibilité, sur la motivation, sur l'engagement, même pour les salariés qui travaillent aujourd'hui pour la société, mais aussi pour les salariés qui pourraient travailler demain. Et c'est aussi une partie d'employer branding. Donc, à nouveau, c'est assurer que le développement durable est bien engagé sur la stratégie, et c'est pas un sujet à côté, et éviter que la communication de développement durable devienne une publicité. Que soit quelque chose avec les mêmes rigueurs que nous faisons pour la communication financière. J'ai fait toujours tout ce type de parallélisme entre la communication financière, la communication extra-financière et la régulation, les progrès de notre sensibilité, la pression aussi des parties prenantes, comme la société, comme les clients, etc. Ça, c'est quelque chose qui a fait évoluer la communication, et notamment d'assurer qu'il y a toujours un suivi de toute la communication avant de sortir, traçabilité, implication du département légal, implication de tous les parties prenantes pour assurer qu'on communique exactement ça que nous faisons. Et pas tomber dans cette forme de greenwashing non plus. Valérie Martin, est-ce que la surmédiatisation de certaines entreprises justement qui ont pratiqué ce greenwashing, qui était aussi nécessaire d'avoir ces lanceurs d'alerte, mais est-ce qu'on n'a pas eu l'effet rebond, l'effet boomerang finalement? Est-ce que des entreprises qui sont vertueuses, qui sont légitimes aussi, n'osent finalement plus communiquer sur leurs ambitions environnementales par cette peur du greenwashing? Est-ce qu'on n'a pas l'effet inverse aussi qui se produit aujourd'hui? Je voudrais juste rajouter quelque chose à ce que disait Eduardo. Je pense qu'il y a aussi un risque en interne de mésentente
entre la direction développement durable RSE et la direction de la com. On va parler par exemple du cas récent de L'Oréal. L'Oréal, dans une OP influenceur, ils ont quand même envoyé, pour un chat, des produits de beauté, voilà, des échantillons, en tout cas des produits de beauté, à des influenceuses, qu'ils ont mis dans des blocs de galas et qu'ils ont envoyés. La direction de développement durable, elle était absolument pas au courant. Et donc il n'y a pas de Et communication. donc du coup là, ça a montré, ils étaient quand même assez fâchés, à juste titre, parce que honnêtement, ça décrédibilise aussi leur travail. Et ça montre bien qu'il y a un besoin de se parler. Donc, il peut y avoir des effets dévastateurs entre des équipes parce que justement, elles ont certaines, la RSE, le développement durable, il y aura l'impression que la com ou le marketing, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un vrai risque en interne. Et je voudrais pas qu'on l'oublie. Alors, la surmédiatisation. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était très surmédiatisé. Peut-être parce qu'on fait partie d'un microcosme qui nous intéresse beaucoup à ce sujet-là. Ouais. Du coup, on a une impression de surmédiatisation. Bien sûr qu'il y a eu énormément de lanceurs d'alerte, et heureusement qu'il y en a eu, pour dire, voilà, là ça ne va pas, là attention, il y avait les prix Pinocchio du greenwashing, le Panthéon du greenwashing, etc. Et vous faire épingler là-dedans, je peux concevoir que pour une entreprise, ce soit tout sauf bien. Mais en termes médiatiques, aujourd'hui, on était principalement sur du name and shame pendant longtemps, et c'est parce que c'est grâce à la réglementation qu'aujourd'hui on va pouvoir parler en termes d'aspect juridique. Résultat des courses, les procès. Là, ça commence à intéresser les médias. C'est quand même quelque chose. Et donc, c'est pour ça que là, c'est maintenant qu'il peut y avoir une surmédiatisation. On a aujourd'hui à peu près, si je ne m'abuse, une dizaine de cas de procès pour greenwashing qui sont en cours. Vous voyez bien que ça ne représente pas énormément. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas beaucoup parlé. C'est sur le terme médiatisation que franchement, C'est pas forcément. je suis pas tout à fait à l'aise avec ce terme-là. En revanche, c'est indispensable d'en parler. Parce que le fait que sur les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait eu des dénonciations, le fait même, c'est la base, qu'on aille jusqu'à dénoncer une publicité au jury de déontologie publicitaire en disant qu'elle ne respecte pas la recommandation de développement durable. C'est quand même une démarche. C'est une démarche forte et c'est aussi extrêmement important. Mais heureusement qu'il y a des vigilances comme ça. Qui permet de faire ça. Exactement. Après, vous savez que en Espagne, c'est une entreprise qui a attaqué une autre entreprise pour greenwashing. D'accord? En disant, c'est un concurrent, parce que ça aussi, ça fait partie des conséquences. Hein. C'est un concurrent, et du coup, on trouve que ces arguments, franchement, ils sont fallacieux. C'est intéressant, quand on voit que ça pourrait arriver jusque-là. Donc, oui, c'est une responsabilité, j'aime bien le terme qu'Eduardo a utilisé, de toutes les parties prenantes. Cette vigilance-là en matière de respect des allégations environnementales et de ne pas tomber dans des allégations environnementales trompeuses. Mais je suis désolée, on a chacun une responsabilité à aller les identifier, demander aux entreprises des comptes, demander à ce qu'il y ait des choses qui s'améliorent. Voilà, et je pense qu'il y a besoin d'un débat et que du coup, le rôle des parties prenantes, il est important et l'entreprise doit écouter toutes les parties prenantes. Toutes ces parties prenantes. Est-ce qu'on a encore le droit à l'erreur finalement sur ces sujets-là? Bien sûr. Et Adrien aussi, je vous laisserai réagir peut-être là-dessus. Oui. Mais bien sûr qu'on a le droit encore à l'erreur, quoique. Quoique, bah oui. Mais on a le droit à l'erreur. Je pense que, allez, on va se faire un petit peu de latin. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Quel est le problème? C'est le fait de recommencer, recommencer et recommencer. Bien sûr qu'on a le droit de faire une faute. Mais le tout, c'est de le reconnaître. Et là, on rentre en comme de crise. On fait attention, on dit les choses, on dit ce qu'on va mettre en place, etc. Les plus grosses entreprises qui ont les moyens d'embaucher d'excellentes agences, qui ont les moyens de faire former leurs personnes, etc., on va leur pardonner quand même beaucoup moins, je pense. Par contre, les TPE et les PME, qui parfois, de toute bonne foi, font du greenwashing de façon complètement involontaire, parce qu'elles ne savent pas ou autre, etc.,
il y a quand même une certaine, disons, on fait attention et on n'essaye pas de leur mettre la tête sous l'eau. Et ça, je pense que c'est aussi important. Donc oui, on a encore le droit à l'erreur, mais attention, l'erreur, ça ne veut pas dire tous les mois de recommencer la même chose. Bien sûr, on apprend de ces erreurs. Adrien, une réaction peut-être sur tout ce qui vient d'être dit également. Non, bah alors, en tout cas sur le dernier sujet, bien sûr qu'on a le droit à l'erreur. J'ai un exemple d'une entreprise là en Angleterre qui fabrique des lunettes, Ace & Tate, et ils ont à l'époque ils avaient fait un étui en bambou et plastique, et en fait ils se sont rendu compte que c'était pas recyclable, et donc en fait ça avait un impact qui était plutôt mauvais. Ils ont communiqué sur cet aspect-là, et il y a eu globalement des réactions positives là-dessus, sur le fait que finalement ils s'étaient trompés, et donc ils ont remis en place une filière de biosourcing de leur étui. Ils sont certifiés Bicorp depuis, enfin ils ont fait des choses, et globalement c'est une trajectoire positive. Donc ça c'est juste un petit exemple, mais pour dire que je pense que évidemment tout le monde, toutes les entreprises peuvent aller sur le chemin de la rédemption. Effectivement, l'idée c'est pas de refaire les erreurs 40 fois, parce que là ça s'appelle autre chose. Mais oui, bien sûr. Et encore une fois, je pense que c'est aussi un signe de maturité. Enfin, ça va être un signe de maturité. Une entreprise qui dit je me suis trompé. Il y en a très peu, hein. C'est pas une démarche très simple non plus. C'est pas du tout une démarche très simple. Et donc là, les communicants, vous allez avoir un sacré boulot, et un sacré challenge. Mais dire je me suis trompé, moi, si je vois une entreprise qui dit ça, je dis bravo. Et après, bon, il faut que ce soit étayé, tout ce qu'on a dit, par de la transparence, montrer le chemin, des faits, etc. Mais il y a vraiment un sujet intéressant là-dessus, et on risque de voir des cas comme ça, j'espère. Oui, ce sera plutôt bon signe. De qui communique. On parlait justement de droit à l'erreur, donc qu'elle soit volontaire ou non, il y a cette réglementation qui encadre la communication environnementale. Valérie, vous en avez parlé rapidement, les allégations environnementales, il y a certains termes qu'on ne peut pas du coup utiliser dans la communication. Est-ce que justement ça peut être c'est une excuse pour certaines entreprises de ne pas communiquer, voilà, ce volet, j'ai un peu peur de la réglementation. Est-ce qu'on a encore besoin de former, d'accompagner pour éviter de tomber dans ce greenwashing? Oui, on a largement besoin de former, mais je voudrais juste vous relire une allégation environnementale, parce que souvent on dit, mais c'est principalement dans les mots ou autres, etc. Pour la directive de février 2024, Empowering Consumer, etc., parce que je ne me souviens jamais de la fin du nom de la directive, ils disent. Donc, c'est dans l'article 1er, définit les allégations environnementales. Tout message ou toute déclaration non obligatoire, en vertu du droit de l'Union, du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment texte, image, représentation graphique, symbole, tel qu'un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination produit, dans le cadre d'une communication commerciale et qui affirme ou suggère qu'un produit, une catégorie de produits, une marque, ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l'environnement est moins préjudiciable pour l'environnement que d'autres catégories de marques, de professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps. C'est extrêmement important comme définition, parce que vous voyez bien qu'il faut qu'on ait une vision large de ce que sont ces allégations environnementales. Et souvent, au niveau de ceux qui vont créer des visuels. Je pense pas qu'à la publicité, des visuels de communication. Il y en a qui nous inventent la petite marque, la petite feuille verte, la petite planète, vous savez, en bas à gauche, etc. Bref, toutes ces choses-là, et mon texte, il est bon, mais ils oublient qu'il y a tout un ensemble de choses qui sont à regarder et qui sont autres. Et ça, c'est important de le rappeler, parce que ça, on peut tomber rapidement dedans, surtout quand on est une petite PME, et qu'on n'a pas nécessairement la connaissance de l'extrême largeur de ce sujet-là. Il y a un guide qui a été publié en 2023, si je dis. Alors, on a fait un guide anti-greenwashing, mais comme un plaisir n'arrive jamais seul, on est en train de le mettre à jour. Et il devrait sortir au mois de septembre de cette année. Enfin, il reste toujours bon, celui qui est en ligne à l'heure actuelle. C'est le guide anti-greenwashing de l'ADEME. Il est sorti en 2010 et il a été légèrement remis à jour en 2023. Il est toujours d'actualité. Et c'est important que tout le monde ait bien ça en tête. Parce que, encore une fois, le diable est dans les détails et il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'informer,
et partager des exemples, des questionnements qu'on peut avoir. Voilà, parce que, encore une fois, il y a besoin d'échanger. J'aime bien la méthodologie que tu mets en place chez toi, Valérie, justement de poser des questions et surtout de tuer l'idée qu'une communication, selon les règles la communication responsable, ne serait pas une communication créative. Ça me fatigue parce que franchement, c'est l'idée reçue. Et vous voyez, c'est un peu du même niveau que l'alibi. C'est-à-dire qu'on se cache derrière la loi qui serait trop lourde ou autre, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une bagarre entre des entreprises qui disent, je veux la CSRD, je veux qu'on puisse davantage mettre en avant mes engagements, mes actions. C'est un risque pour moi. Si je ne les mets pas en avant, c'est un risque business. Et puis d'autres qui disent, on vaut plus rien. Et vous voyez bien que c'est pas aussi simple, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, et la communication environnementale, elle doit être loyale, elle doit être sincère, elle doit être claire, elle doit être vérifiable, c'est indispensable. Mais ça, c'est la rigueur qui est attendue de la part de tout professionnel quand on fait une communication. Enfin, je veux dire, c'est pas une nouveauté. Donc voilà. Valérie Richard, justement, quels sont ces nouveaux récits à imaginer aujourd'hui pour continuer à parler de ces sujets en respectant la loi, en étant encore créatif et sans tomber du coup en se disant je dis plus rien et je m'avance pas sur ces sujets-là. C'est un challenge. Oui, alors effectivement sur le message, comme tu disais Valérie, le secteur de la publicité, nous on est quand même très encadré. Il y a une déontologie à la RPP qui nous cadre bien. Et donc on est globalement dans les clous en matière de message responsable. Effectivement, la créativité, ça reste très important. Il faut surtout pas dissocier la créativité de communication environnementale. Au contraire, justement, c'est comme ça qu'on va embarquer notre public, en restant créatif, en les faisant rire, même sur des sujets qui sont parfois un peu, qui sont assez lourds. Donc ça, c'est indispensable. Et après, il y a tout un autre pan de la communication qu'on appelle les narratifs, les nouveaux récits. Et ça, c'est même dissocié du message, parce que en fait, peu importe, presque, on ne peut pas aussi tomber sur une forme de greenwashing si on est trop, si on va trop dans le mauvais sens, mais disons qu'on va faire une publicité pour du café, par exemple, donc rien à voir avec un message responsable, c'est acheter mon café, le client nous griffe comme ça, on va pas lui dire, non, on va plutôt parler de la façon dont votre café est bio ou pas. Enfin bref, on n'est pas briefé là-dessus, donc on fait le message. Mais au-delà de ça, de la façon dont on raconte la campagne, la façon dont on fait notre film, on peut mettre en place ce qu'on appelle les nouveaux récits. Donc dans notre script, il y aura une famille qui sera peut-être dans une cuisine. Et dans cette cuisine, il y aura des produits en vrac. On va montrer des gens qui sont en train de manger, ils sont en train de manger des légumes, il n'y a pas une énorme côte de bœuf en plat principal, il y a des poubelles de tri. En fait, c'est tout ça, c'est toutes ces petites choses qu'on met pour faire notre récit, qui sont à côté, qui sont en second plan, mais qui participent à une nouvelle façon de montrer des modes de vie plus durables et aussi plus inclusifs, parce que ça va souvent de pair. Donc il y a la façon dont on montre les personnages et il y a aussi la façon dont on montre la façon dont ils vivent. Et ça, c'est hyper important quand on fait de la communication, parce que ça ouvre quand même une porte importante sur le fait que, quel que soit le sujet sur lequel on travaille, on peut quand même contribuer par la façon dont on raconte les choses, à montrer un monde plus durable, des façons de vivre plus durables, même si le sujet principal de notre communication n'a rien à voir avec ça. Merci pour ce partage. Alors, autre réglementation qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la CSRD, on en a un petit peu parlé. Adrien, est-ce que dans les entreprises que vous avez pu accompagner, est-ce que justement le durcissement de ces réglementations et sa fluctuation aussi a été un levier, à encourager cette tendance du greenwashing? Alors, la CSRD, c'est un chantier, un sacré chantier. Un chantier encore en cours. Encore en cours pour un certain nombre d'entreprises. Je saurais pas répondre directement. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que, effectivement, c'était un travail énorme. Faire une analyse de double matérialité, construire sa stratégie, développement durable. Enfin, pour beaucoup d'entreprises, ça a mobilisé énormément de ressources. Et je pense
Alors, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on a vu la reculade avec la loi Omnibus qui apporte en fait surtout de l'incertitude et finalement des entreprises qui sont un peu perdues parce qu'elles se disent ok, d'un coup on avance et puis après quelques mois après on n'avance plus et donc on sait plus trop où se situer. Donc je pense que ça a clairement un facteur qui fait que oui, on va moins communiquer sur ces sujets-là. Et nous on le voyait, les entreprises étaient beaucoup occupées de toute façon à moins faire entre guillemets, et du coup je pense à moins communiquer parce qu'elles étaient occupées à répondre à la réglementation, à aller cocher les cases et renseigner les cases de toute la réglementation. Donc ça a été je pense effectivement un facteur un peu freinant là récemment. Alors, on en a aussi parlé rapidement. Est-ce que la réglementation aussi n'a pas été une opportunité pour certaines entreprises de revoir à la baisse justement leurs ambitions? Est-ce que vous avez des exemples et puis pourquoi finalement ce rétro-pédalage entre ce qu'on avait annoncé et puis ce que finalement on rectifie à la baisse? Alors, il y aura peut-être d'autres exemples. Moi, ce que je vois, c'est, en tout cas sur le sujet climat, mais qui est assez représentatif en général, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont engagées sans savoir comment elles allaient, sans connaître le chemin et savoir comment elles allaient réduire leurs émissions réellement et concrètement. Donc, pas de preuve de départ finalement. Elles se sont engagées en disant oui, c'est à la mode, tiens, j'ai l'impression que mon copain il le fait, je vais le faire aussi. Et puis je vais respecter les règles globalement que les gens respectent. Pour le dire vite, il y a un standard international qui s'appelle SBTi qui valide un peu, qui certifie les trajectoires de réduction des entreprises. Beaucoup d'entreprises se sont engagées dans ce label et n'ont pas tellement réfléchi au départ sur comment elles allaient le faire. Alors, bizarrement, les anglo-saxons, ils sont vachement dans ce schéma-là, et en France, on était plus dans l'aspect, on construit d'abord un plan de transition et un plan de réduction, et après, on établit des cibles. Ça, c'est pour les grandes lignes, il y a toujours des exceptions. Mais effectivement, là, je commence à avoir des exemples, majoritairement malheureusement, ou d'entreprises, là, de clients encore la semaine dernière, qui m'appellent, on sait pas si on va atteindre les objectifs, qu'est-ce qu'on fait? Là, je sais que je dois prouver d'ici fin d'année, j'ai un exemple en tête, je peux pas citer de nom, mais c'est une grande entreprise qui fait productrice du CAC 40, qui dit, d'ici fin d'année, on doit prouver que, soit, ils essayent de changer les règles, de trouver des moyens techniques pour atténuer, on va dire, le chemin, ou d'essayer de parler à d'autres personnes, à d'autres entreprises qui sont dans le même cas qu'eux. Enfin bref, on va essayer de les aider d'une manière ou d'une autre pour aussi renforcer leur plan d'action. Bref, ils sont dans ce cas-là. Et je pense qu'ils sont clairement pas isolés. C'est vraiment un exemple où des entreprises se disent je me suis engagé là-dessus, j'ai communiqué là-dessus parce qu'elles ont communiqué beaucoup là-dessus. Ça va être, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Elles vont devoir peut-être dire un moment, j'ai été trop ambitieux, je me suis trompé. Maintenant, voilà le chemin, voilà les faits, voilà comment je compte l'atteindre. Et ça, ce serait une stratégie. Et toujours cette transparence. Valérie Martin, rapidement. Mais ce qui peut quand même poser question, c'est-à-dire que là, on voit bien typiquement que ce sont des engagements de com verte, et donc dans la façon dont tout ça a été réellement établi. Et penser, et cette question que vous avez posée tout à l'heure, entre est-ce que c'était volontaire ou pas, et l'effet de mode justifie-t-il ce type de choses? Et le fait qu'il y ait une reculade, j'allais vous dire une reculade à partir de quoi? Comment est-ce que, puisque les engagements n'étaient pas véritablement suffisamment étayés. Enfin voilà, je pense qu'il faut qu'on soit, pour ça, il y a tout un débat à l'heure actuelle autour du greenwashing, autour de cet alibi de la part de certains pour aussi masquer le fait qu'ils vont revenir en arrière d'un certain nombre d'éléments d'engagement qui peut-être n'étaient pas vraiment étayés. Vraiment étayés. Eduardo, justement, comment vous gérez finalement la communication de la vie de l'entreprise? Il y a la vie du développement durable, la vie de la temporalité de la communication qui est pas la même que celle du développement durable, pas la même que celle du business aussi. Comment on manie justement la communication pour ne pas tomber dans ce greenwashing, et quels sont les leviers que vous pouvez activer? Les engagements de développement durable sont très long terme, et des sujets comme la décarbonation sont énormément complexes. Et c'est pour ça qu'il faut être factuel sur la communication, c'est pour ça qu'il faut une réglementation plus claire, et ces zigzags ne nous aident pas parce que génère beaucoup d'inquiétude. Le fait qu'aujourd'hui, surtout pour les sociétés globales comme la nôtre,
c'est un sujet que c'est pas globalisé et pas tout le monde joue avec les mêmes règles. Nous avons des concurrents américains, asiatiques qui ne sont pas sur les mêmes règles que nous. Donc, tout ça, ça fait un contexte énormément complexe pour le développement durable qu'il faut aborder avec une vision stratégique à long terme. Et normalement, la communication mérite une régularité, une fréquence, une cadence que parfois c'est en contradiction avec le développement durable. À nouveau, nous voyons le développement durable comme partie de la stratégie, donc nous intégrons la communication dans la communication stratégique. Et nous communiquons sur la vision long terme, mais nous communiquons tout le temps sur l'exécution, que c'est ça qui est plus demandé aujourd'hui pour le public. Les carbon neutral, zero emissions by 2050, 2070, 200, c'est un peu trop loin. Donc, il faut démontrer qu'est-ce qu'on fait et nous essayons de mettre un plan de communication, une stratégie de communication basée sur une partie stratégique, une partie opportuniste aussi, de profiter de tous les exemples que nous pouvons avoir davantage des progrès que nous faisons, mais à nouveau d'un côté factuel. Un point important ici d'évolution de la manière comme nous communiquons et comme est-ce que nous trouvons l'équilibre entre les short term et long terme. La communication réglementaire aujourd'hui comme les CSRD, c'est énormément compliqué aussi. Chez nous, chez Rocket, nous avons deux grandes plateformes de communication. C'est les rapports CSRD, c'est plus de 150 pages. Et je doute qu'il y a beaucoup de monde qui va lire et qui va comprendre tout ça. Et puis, il y a les rapports de développement durable, que c'est 16 pages. C'est plutôt, comme Valérie l'a dit, c'est trouver la manière de faire l'information plus accessible, plus facile à comprendre, plus facile à lire, mais sans entrer dans la tentation de l'idyllique, C'est ça, il faut rester pragmatique. C'est pragmatique, c'est basé sur les mêmes concepts. Et il y a la manière de faire. C'est compliqué et je suis totalement d'accord que c'est un challenge pour les professionnels de la communication, mais il y a une manière de trouver cet équilibre sans entrer dans le monde des paradis, parce que je me souviens d'un article que j'ai lu il y a quelques mois qui parlait si un extraterrestre arrive aujourd'hui à la planète et il va lire tous les rapports de développement durable de toutes les sociétés du monde et c'est comme ça qu'il va comprendre quelle est notre planète est le paradis. Et tout parfait, et tout green, et tout magnifique, non? Et c'est ça que nous devons éviter. C'est ça que nous devons éviter, d'assurer la temporalité et la factualité de toutes les communications. Voilà, tout ça avec pragmatisme. Très rapidement sur les risques que vous avez identifiés, Valérie Martin, je vous repasse la parole. Quand on pratique ce greenwashing, un des premiers risques que vous avez identifié, c'est le risque de suspicion. Expliquez-nous. Mais oui, mais c'est exactement ce qu'Eduardo a dit tout à l'heure. Il y a une suspicion parce qu'on se demande si vous faites vraiment quelque chose. Et donc, à partir de ce moment-là, vos investisseurs, vos clients les plus engagés, vos salariés, ils se posent la question de savoir si, oui ou non, vous les avez menés en bateau jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Qu'en est-il réellement? Il y a plein de questions qui se posent derrière. Mais je pense que pour les entreprises qui sont les plus sincères, on peut se poser la question de savoir comment je communique et de réduire un petit peu la voilure par rapport aux termes employés, aux images ou autres, etc. Donc, basculer dans cette communication rigoureuse de façon à avoir un plan, une trajectoire très claire. Mais honnêtement, au fond d'elles-mêmes, ces entreprises les plus vertueuses, elles savent qu'elles ne pourront pas rester très longtemps sans communiquer sur ces sujets-là. Donc voilà, pour moi, il y a déjà ça, c'est le premier risque, c'est la suspicion. Deuxième risque, Eduardo, je vous repasse la parole, c'est le risque d'interprétation. Vous, c'est un risque que vous avez aussi identifié à pratiquer lorsque une entreprise pratique ce greenwashing. Expliquez-nous en quoi c'est un risque pour vous. C'est un peu la même chose. Si tu ne communiques pas, tu vas laisser un espace ouvert et cet espace sera couvert par l'interprétation, la spéculation. Je suis totalement d'accord avec Valérie. Et quand on parle d'une communication sincère, il faut faire une communication sincère, mais par défaut, l'opinion publique ne fait pas le lien entre les mondes de business et la sincérité. Donc si tu ne communiques pas, tu vas laisser la porte ouverte à l'interprétation, et normalement, l'interprétation sera toujours négative. La société va défendre sa position, va essayer de décrire un scénario plus favorable, plus positif, plus optimiste. Donc, s'il n'y a pas une communication factuelle, et même s'il y a une communication factuelle, il y a toujours l'interprétation
la doute, et c'est pour ça que je pense qu'il faut remplir l'espace, les vides de la communication. En communication, on dit toujours, tu ne peux pas laisser un vide de communication parce que le vide sera occupé par les autres. Voilà, donc occuper le terrain en permanence avec pragmatisme, on l'a compris. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la marque employeur aussi chez Rocket. Vous avez beaucoup travaillé l'année dernière, je crois, sur ce sujet-là. Justement, vos actions environnementales, c'est une force, que ce soit en interne ou en externe. Oui, ça que nous voyons sur la marque employeur, c'est aujourd'hui la plupart des salariés et ils espèrent, ils attendent de s'identifier avec les valeurs de la société. Et aujourd'hui, je pense que c'est presque une valeur universelle de demander une société plus durable, plus responsable. Donc, côté la marque employeur, si nous ne sommes pas capables de transmettre la vision de ça que nous voulons faire, on va pas trouver l'alignement entre nos valeurs et les valeurs des candidats ou les valeurs des salariés. Donc, côté l'employer brand aujourd'hui, et tout ça que nous pouvons faire pour assurer que nous projetons une image qui répond aux attentes des salariés ou des new candidates, ça va nous aider avec la marque employeur. Vous avez une organisation un peu particulière d'ailleurs chez Rocket, parce que la communication est rattachée au développement, au service développement durable. Alors qu'on voit dans beaucoup de structures, notamment des responsables communication qui prennent la fonction RSE, c'est des choses assez classiques. Vous, c'est l'inverse. C'est le développement durable dans lequel se trouve la communication. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça change quelque chose pour vous dans votre quotidien de professionnel. Donc, il y a quelques années, c'était la communication qui était responsable du développement durable. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, écoute, ça donne l'impression que le développement durable, c'est positif pour la société seulement par un facteur de publicité, de propagande. Donc, il faut vraiment réfléchir sur ces modèles-là. Et finalement, c'est pas que la communication est rattachée au développement durable, c'est la communication, les affaires publiques et le développement durable sont mis ensemble sur un département qui s'appelle Stakeholder Engagement. Désolé pour l'anglicisme, société globale, on utilise toujours beaucoup d'anglicisme. Et le Stakeholder Engagement, c'est d'assurer que nous travaillons ensemble. Nous avons comme partie prenante les clients, clairement, pour nos business, les salariés, mais puis c'est de s'assurer que nous avons une stratégie commune, bien organisée, pour tous les autres parties prenantes qui vont avoir aussi une influence sur l'activité de Rocket. Donc, c'est ce département de Stakeholder Engagement qui assure, par exemple, que l'exemple de L'Oréal que Valérie est venue de nommer ne pourrait pas se passer ici. Parce que là, les scénarios où les départements de communication ne parlent pas avec les départements de développement durable, nous sommes les mêmes départements. Nous travaillons tous ensemble pour assurer qu'il y a toujours une coordination et cohérence de ça que nous faisons et ça que nous disons. Et c'est ça qui vous permet de ne pas tomber à la fois dans le greenwashing et du greenwashing. Tout à fait. Valérie Richard, chez BETC, quelles sont les interactions métiers, justement, que vous avez entre vous en tant que responsable RSE, les créatifs, en quoi, justement, ça sert aussi, de ne pas tomber dans ce greenwashing et ce greenwashing, ces interactions métiers? Alors, on a énormément d'interactions métiers, nous, en tant que département RSE, ne serait-ce que par les formations qu'on organise, parce que c'est à notre main, toutes ces formations sur la communication responsable. Et au-delà de ça, on a une politique de communication interne assez forte, justement pour avoir une présence à l'esprit en tant que département RSE auprès de tout le monde, de façon à ce qu'on puisse poser des questions quand il y a des doutes sur certains sujets. Ça, c'est hyper important d'être identifié et de pas juste être identifié comme le département qui doit donner la data, le département qui demande tous les ans à la même époque à tous les services qui ont autre chose à faire, combien de kilowattheures vous avez consommé, des data improbables pour eux. Il faut surtout pas être dans cette vision-là, et justement, nous, notre sujet, c'est de montrer qu'on fait ça c'est important de le faire, mais aussi qu'on est aussi présent pour le quotidien, et notre politique de communication interne agit par rapport à ça, donc on communique à peu près une fois par semaine sur des sujets assez divers, à la fois sur le bâtiment, comment on doit gérer le bâtiment, mais aussi sur les métiers,
Donc c'est éclectique et on garde une présence à l'esprit grâce à ça. Oui, et puis ça crée aussi une culture commune aussi sur ces sujets-là. Avant de laisser la parole à la salle, si le public a des questions, rapidement, est-ce que vous avez quelques conseils, recommandations à nous partager, pour éviter, selon vous, de tomber dans ce greenwashing. Qu'est-ce que vous pourriez partager ici ce soir? Moi, je pense qu'en tant qu'agence de pub, je peux dire qu'il faut vraiment rester créatif. C'est très important de garder ça à l'esprit. Et puis surtout être sincère et montrer que c'est un chemin et que effectivement on a le droit à l'erreur. On peut raconter ses erreurs, justement, ça donne une petite connivence parfois avec son audience. Et raconter en fait le chemin qu'on mène pour devenir plus responsable, que ce soit environnementalement ou même socialement. Les deux vont ensemble. Très bien, merci. D'autres partages? Pour moi, c'est l'authenticité et la factualité de la communication. C'est ni exagérer, ni être trop timide sur les actions. Et pour ça, tout ça qui devient l'intégration des développements durables sur la stratégie de la société, d'assurer que ça que nous faisons, c'est vraiment intégré dans la stratégie et qu'on communique d'une manière authentique, factuelle, pour moi, c'est la protection pour éviter le greenwashing et pour pas tomber sur le greenwashing en plus. Très bien, merci. Valérie? J'aurais tendance à dire qu'entre le greenwashing et le greenwashing, il y a la communication responsable et ses 4 piliers. Il y a la relation avec les parties prenantes, il y a des messages responsables, l'éco-socio-conception, et puis l'efficacité, l'éthique et la mesure de l'évaluation de sa communication. Voilà, je pense que c'est important d'être toujours dans cette idée, dans cette image que il y a des choses qui sont à faire entre les deux et que sincérité, humilité, transparence, ça doit rester vraiment la base même de toute action de communication. Merci. Adrien, pour conclure. D'accord avec tout le monde. Parce qu'ils ont tout dit. Ils ont tout dit malheureusement. Non, mais après, c'est vrai que nous, on accompagne beaucoup les jeunes entreprises sur les chiffres, enfin sur le fait de construire le chemin, parce que pour dire quelque chose, il faut faire, et donc de construire le chemin. Et c'est vrai qu'on est aussi vigilant dans la façon dont on fait nos études. On a en tête le fait que ça doit être communicable derrière, et donc c'est aussi quelque chose qu'on a. Oui, c'est pris en compte dès le départ finalement. Pris en compte dès le départ, et donc avoir cette notion factuelle, chiffrée, responsable, alignée avec la science, ce genre de preuves. Des éléments de preuve. Merci beaucoup. On va passer à un temps de questions-réponses. Si une personne veut se lancer. Vous avez le prince, je suis professeur ici à l'ISEG en développement durable, consultant et ancien directeur du développement durable dans une grande société suisse. Vous avez tout dit, donc j'ai pas beaucoup de questions sur un ou deux points. Le sujet de la gouvernance, puisque les conseils d'administration s'emparent du sujet. Je suis administrateur d'une société que vous connaissez, qui est Mondardenne, pas très loin d'ici, dans le papier et le carton. Est-ce que pour vous, vous avez l'impression que les conseils d'administration sont... est-ce que c'est le dernier sujet du conseil d'administration ou est-ce que c'est le premier sujet du conseil d'administration? Ça, c'est le premier point. Et la formation de nos étudiants ici, on est dans un établissement, ne faisant pas partie, mais intégré dans l'ensemble de l'université catholique, le fait dès 18 ans, d'avoir des jeunes qui sont également exigeants lorsqu'ils vont arriver dans l'entreprise. Et on voit parfois que cette exigence, elle est un peu émoussée en ce moment. Comment est-ce qu'on peut effectivement donner confiance aux salariés? Et que disent les salariés quand ils rentrent chez eux le soir en disant, voilà, j'ai contribué à un meilleur monde, j'ai contribué à un meilleur business et j'ai contribué à une meilleure activité sociale. Donc 2 points, gouvernance et formation. Côté la gouvernance, c'est vrai que l'expérience à Rocket n'est pas une société cotée, mais nous avons la même gouvernance des sociétés cotées. On a décidé volontairement de faire ça. Il y a 4 comités dans les conseils d'administration. C'est nomination, rémunération, audit, stratégie et développement durable.
Et c'est vrai qu'il y a quelques années, le développement durable, c'était les plus petits. Et aujourd'hui, on appelle ça les comités d'éthique et développement durable. On a tout intégré. Et c'est un comité beaucoup plus stratégique, beaucoup plus important. Donc c'est fondamental. Et nos comités notre conseil d'administration se formé par la moitié sont des administrateurs familiales, la moitié sont administrateurs indépendants. Et ça aussi nous aide avec la neutralité, mais sans avoir les tons from top, c'est compliqué. Donc la gouvernance c'est essentiel. On n'a pas parlé de la gouvernance aujourd'hui, mais notre expérience c'est que la gouvernance c'est important. Côté l'exigence, côté les salariés, nous trouvons de plus en plus, surtout les nouvelles générations, nous demandent beaucoup plus. Nous demandent beaucoup plus de trouver les sons et les purposes de tout ça qu'ils font. Donc, c'est toujours, moi, je pense, je suis convaincu que c'est toujours plus attractif pour les salariés de travailler pour quelque chose de plus important que simplement opérer la machine, offrir un produit, mais de contribuer à l'alimentation, à la nourriture, à sauver des vies, etc. C'est un message un peu idyllique à nouveau, mais je trouve que de plus en plus, les salariés qui sont plus identifiés avec ça sont plus satisfaits. Et une fois qu'ils sont plus satisfaits, ils sont les ambassadeurs quand ils parlent avec les voisins, la famille, les amis, etc. Je sais pas si j'ai ajouté quelque chose. Juste par rapport aux entreprises, que je trouve intéressant aussi, c'est que peut-être il faut distinguer, puisque sans ça donnerait l'impression d'un monde idyllique. Aujourd'hui, on a des entreprises très engagées qui vont, par exemple, ne pas hésiter à faire rentrer leur conseil d'administration la nature. Je pense à Norcis. Ça, c'est vraiment des évolutions extrêmement fortes, où on voit qu'il y a une démarche où on est passé à un autre niveau. À côté de ça, on a des entreprises qui, c'est pas qu'elles ne parlent pas de ces sujets d'environnement, mais que la rémunération des actionnaires passe en premier. Et je pense que justement, c'est cette question entre des entreprises qui ont intégré dans leur modèle cette question même du développement durable et les autres qui ne l'ont traité que comme une forme d'opportunité opportuniste, je ne sais pas comment il faut dire, qui peut être interrogée. La question est de savoir si oui ou non, avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en termes de, disons, de remise en cause, ou en tout cas de la part d'une certaine sphère médiatico-politique, comment est-ce que justement, parce que les Français et les citoyens, ils ont envie de continuer à s'engager, mais on a l'impression que quand on écoute certains médias, que non, en fin de compte, plus personne n'en veut. Mais en fait, je pense que c'est pas complètement ça. Et donc, je pense que pour moi, la gouvernance, si elle est mature, elle a justement compris que ça allait modifier en profondeur son modèle, et qu'il allait falloir qu'elle crée autrement de la valeur que dans le monde dans lequel elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une économie linéaire fondée sur la vente en volume, pour aller vers une économie sobre et solidaire. Et c'est quand même pas si simple que ça à faire. Ça nécessite des vrais changements structurels jusqu'au niveau de la gouvernance. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont en route, mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore complètement convaincues. C'est un tout petit commentaire, mais c'est aussi un petit exemple. C'est avant tout des histoires d'hommes, on va dire, d'intérêt pour le sujet, mais même plus que d'intérêt, de vouloir porter les sujets. Et donc, pareil, j'ai un de mes clients qui me disait, un de mes contacts qui n'est pas dans le conseil d'administration, mais qui disait, on a, comme dans toute entreprise, des convaincus et des pas convaincus. Bon, là, en l'occurrence, dans son cas, il n'y en a plus que deux. Ils disent, bon, c'est bon, on est en train de l'encercler. C'est l'expression qu'il a utilisée. On est en train de les encercler, c'est bon, ça va le faire. Et voilà, on va arriver à aboutir à la décision et à construire la stratégie du climat, etc. Mais bon, il y a avant tout cette histoire-là aussi, quoi. Bonjour, Elsa Bourdret. Moi, je suis une ancienne publicitaire qui fait de la RSE et de la com responsable maintenant et qui intervient sur le sujet mais qui bosse dans le textile. Donc, j'oriente mon sujet. Plus qu'une question, j'aimerais avoir votre point de vue sur la dernière campagne Chine et Havas, parce que ça touche à beaucoup de sujets qu'on a évoqués là. On parle d'une entreprise qui était dans le green social washing et qui parle lobbying et fait barre à droite, barre à gauche et barre à droite. On parle d'une campagne qui frôle les mailles du filet il n'y a pas d'allégation environnementale, mais en termes d'éthique, on peut se poser des grosses questions.
Et on a parlé tout à l'heure de la crédibilité des entreprises et de la responsabilité, mais de celle des agences. Alors non pas à choisir d'avoir Shein comme client, mais de cette campagne en particulier. Et de la crédibilité derrière, il y a une évaluation de risque. Que demain, est-ce que c'est pas un risque par rapport à de potentiels clients ou par rapport à la marque employeur pour embaucher de jeunes talents, qui y a peut-être ici d'ailleurs, en tant qu'agence. Alors je vais répondre puisqu'en fait BETC fait partie du groupe AMAS, donc je me sens très concernée par votre question. Donc cette campagne Shein émane d'une agence d'influence de lobbying qui s'appelle PID, qui fait effectivement partie du groupe AMAS, qui n'est pas une agence de publicité. Je suis moi aussi tombée de ma chaise, je vais être très cash, moi aussi je cautionne pas du tout cette campagne. Il y a beaucoup de gens qui cautionnent pas cette campagne. Comme je vous ai raconté un peu tous les efforts qu'on fait quand même depuis des années sur justement comment est-ce qu'on fait une politique RSE, on est en train de former nos créatifs et tous nos métiers à la communication responsable. Autant vous dire que quand on voit ça, on se dit bon, on va continuer, parce que voilà, visiblement c'est pas arrivé chez tout le monde. Et donc nous on l'a assez mal vécu, voilà, les retombées pour l'instant on n'arrive pas à les évaluer, c'est trop récent. Justement, je sais qu'il y a des personnes au sein du groupe qui sont chargées de regarder comment ça va se passer pour les retombées de cette campagne qui, je pense en plus, si on la regarde au prisme de toutes les campagnes qui sont faites, c'est une petite campagne qui est passée quand même dans 4 journaux en France, mais qui a fait un bruit phénoménal par rapport au sujet. Et effectivement, pour l'instant, on ne sait pas, mais il y a un risque réel. Et si justement il y a des retombées, ça fera une leçon pour toutes les personnes qui ont participé à cette campagne. Voilà. C'était juste pour mettre en lumière aussi le risque aussi en tant que communicant, même quand on est en agence, on peut aussi mettre à risque la crédibilité de son entreprise, ça reste une entreprise, de son entreprise et de son agence, parfois par mégarde et parfois par choix stratégique. Alors je connais pas les tenants et aboutissants de cette agence que j'ai découvert au sein du groupe, beaucoup de gens. Mais effectivement, oui, je pense pas qu'ils aient évalué le risque à faire cette campagne, vu les retombées qu'il y a eu derrière. C'est vrai que là-dessus, ce que je trouve le paradoxe, c'est que, in fine, ça a généré une levée de bouclier absolument sans précédent. Et ça a été l'erreur de ne pas avoir anticipé ce risque-là. Et à force de vouloir faire de la communication d'influence pour influencer, pardonnez-moi, les débats au sein du Sénat, notamment, ça a eu l'effet inverse. Et d'ailleurs, dans le texte que le Sénat a voté le 10 juin dernier, la question de l'interdiction de la publicité sur l'ultra fast fashion a été réintégrée. Et c'est ça aussi qui est, je pense, pour nous, alors un point positif de cette campagne absolument scandaleuse et qui nous a énormément perturbés et où on ne comprend pas comment à notre époque on peut encore faire ça. Et c'est vrai que vous avez raison, il y a des questions qui sont liées à l'éthique et la question du prix est un faux sujet. Il ne s'agit pas de dire aux gens vous n'avez pas le droit de vous habiller, vous ne pouvez pas profiter de la mode, etc. Il y a souvent, je trouve, une vraie difficulté dans la caricature qui est faite sur les arguments qui sont utilisés justement sur la question de la sobriété. La transition écologique, elle se fera que si c'est une transition juste. Elle se fait pour tout le monde. Elle se fait pas pour un groupe de personnes versus un autre. Et c'est ça, le fait de creuser ça. Bien sûr que l'argument prix, il est important pour les gens. Mais il n'y a pas que cet argument prix-là qui est important. Et je pense que justement le 24 juin prochain, on va parler de ces sujets avec le baromètre. Et le 25 juin, on fait un press day sur le textile. Et donc, il y aura aussi un certain nombre d'études qui vont sortir et qui seront disponibles sur notre espace presse. Mais cette question, en tout cas, des vêtements, de l'habillement,
Aujourd'hui, il y a quand même un vrai scandale autour de l'ultra fast fashion qui n'est pas possible au vu du nombre de collections qui sont sorties par jour. Et la question dont on répond à la demande, nous, notre campagne, c'était posons-nous la bonne question avant d'acheter. Bonsoir, Étienne Demouy, j'ai deux casquettes, donc je dirige une agence de communication et je suis président de Place de la Communication. Donc vous avez été un peu trop d'accord à mon goût, donc je vais vous embêter. Est-ce que, au final, on a parlé de l'enjeu de la collecte de la data, du travail autour de la CSRD, auquel bon nombre d'entreprises sont confrontées, tout type d'entreprises. Est-ce qu'au final, avec la loi et toutes ces réglementations, on n'a pas enfermé, ou c'est déjà même trop tard, déjà, enfermé l'enjeu de communication de la stratégie RSE dans une réglementation, puisqu'aujourd'hui on confie à des commissaires aux comptes le dernier coup de crayon sur ce qu'on a le droit de communiquer. C'est la première question. Et deuxième question, malgré tous les efforts que l'on fait, si je me mets à la place d'une agence aujourd'hui qui est lourdement et largement investie, qui est labellisée ou qui a fait des démarches, dans le meilleur des cas, le critère RSE d'un appel d'offres public aujourd'hui, le critère, c'est 5%. Sauf une fois de temps en temps, on a le droit à un petit bonus quand l'ADEME fait un appel d'offres ou quand le ministère de l'écologie envoie. Oui, mais ce sont les seuls. Et donc dans le privé, j'en parle même pas. Donc, dans le meilleur des cas, enfin en moyenne, en général, on a le droit à 5% quand on est largement récompensé. Donc tout ça, pour ça. Alors, je vais répondre sur les appels d'offres. Alors moi, j'ai une vision différente. Alors, je vois pas passer tous les appels d'offres, puisque ceux qui il n'y a pas vraiment de questions RSE, je ne les vois pas, mais dans pas mal de grands annonceurs, on ne passe plus la première étape de l'appel d'offres si on ne coche pas les cases RSE, EcoVadis, etc., enfin tous les labels, et si on n'a pas une stratégie de décarbonation qui soit un petit peu digne de ce nom. Après, est-ce que les acheteurs vérifient vraiment? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser, mais en tout cas, il y a beaucoup quand même d'annonceurs qui, enfin, de plus en plus, en tout cas, moi je le vois dans ce qui arrive chez nous, cette question des engagements RSE et plus précisément environnementaux est quand même posée, et c'est normalement un premier volet qui fait que si on n'y répond pas, on ne passe pas. Et moi, ça m'arrange bien, parce que du coup, je peux avoir une politique de label et une politique RSE assez forte. Donc, je souhaite que ça continue, à titre personnel. Le prix reste quand même généralement largement majoritaire. Oui, bien sûr. Oui. Non, là, on parle de l'appel d'offres. Oui. Et après, sur la CSRD, moi, je pense que les deux vont ensemble, en fait. C'est important que la CSRD encadre bien tout ce qu'on raconte. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même, les mêmes critères d'évaluation entre entreprises. Comme ça, on peut bien comparer ce que chacun dit, et il n'y a pas des discours différents et des façons de raconter les choses différentes. C'est quand même l'intérêt de la CSRD. Après, effectivement, on peut raconter aussi, on peut faire une communication en parallèle, qui reste intéressante aussi. Ça, c'est ce que tu dis. Non, après, non, parce que je saurais pas forcément répondre à la première question, mais oui, ce que je vois, c'est que nous, ouais, c'est beaucoup plus de chiffres et beaucoup plus d'éléments enfin, j'imagine que ça encadre beaucoup la communication, ouais, et je sais pas, je pense qu'il faut de la créativité, j'imagine, quoi, pour essayer de sortir du lot. Mais après, moi, je suis pas un créatif ou un communicant. Je suis un consultant qui est dans les chiffres. Compliqué. Les deux vont ensemble, et je pense que c'est là où, justement, on veut essayer de les opposer. Et il faut peut-être essayer de reconsidérer l'ensemble. Et c'est ça, moi, qui m'ennuie. C'est que on essaye à tout prix de créer une forme de fratricide, c'est une guerre fratricide, en tout cas entre deux volets d'une même problématique. Mais je l'ai dit tout à l'heure,
La question, c'est pas comment on va communiquer sur la RSE. La question, c'est quel niveau de responsabilité on prend et qu'est-ce qu'on accepte de faire. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus méta comme problème. Et il faut vraiment qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de communiquer? Comment le projet d'entreprise qu'on a envie de communiquer? Les valeurs sur lesquelles on a envie de communiquer? Si déjà on repart de là, après on n'est pas obligé d'annoncer l'intégralité des chiffres. Il faut faire attention. N'exagérons rien. En revanche, de réfléchir à pourquoi j'ai pris tel chiffre, pourquoi je prends tel autre. La question aussi des KPI. Pourquoi est-ce que je prendrais toujours les mêmes KPI dits le monde d'avant, au lieu d'avoir des KPI qui sont différents aujourd'hui? Comment je réfléchis à mon tableau de bord? Comment je réfléchis à l'impact de ma communication? Et ça, je trouve que c'est aussi important. Et pour répondre sur la question des achats, nous, à l'agence, là, on lance un truc assez novateur, puisqu'il y a des formations sur la com responsable. Eh bien, il y a les gestionnaires, en tout cas dans notre direction, et puis certaines qui sont intéressées. On va lancer un poisson pilote d'une formation d'une demi-journée pour les gestionnaires sur la com responsable, en s'appuyant sur nos différents cahiers des charges. Et là où je vous rejoins, de toute façon, celui qui signe à la fin, c'est l'annonceur. Donc, oui, l'agence. Enfin bon, on a quand même notre libre arbitre. Il nous enferme pas dans la cave, a priori. Donc c'est là où aussi il y a un débat, il y a quelque chose qui a à voir, et il y a aussi le fait de parler davantage avec l'ensemble des parties prenantes, et les achats qui sont absolument déterminants, essentiels. Et honnêtement, il y a une progression en matière de formation. Mais là aussi, il y a la question des PME. Comment est-ce que l'on fait pour accompagner la formation des PME, la renforcer sur ces questions-là? Pas pour leur dire c'est quelque chose en plus, mais c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de mieux vendre, de mieux expliciter votre offre. Je pense qu'il y a des choses qui sont aussi de cette nature-là, à force de dire que c'est des choses en plus, hein, on en arrive à un moment où tout le monde se dit non mais là, stop, il y a de l'empilement. Eh bien, merci beaucoup pour l'ensemble de ces partages. Cette conférence touche à sa fin, on l'a bien vu, hein, c'est un sujet assez complexe. Alors Réseau Alliance souhaite impulser un groupe de travail justement pour continuer d'explorer ce sujet-là. Tout est encore à construire, mais on souhaite le faire vraiment avec vous en fonction de vos besoins et de vos usages. L'idée, c'est vraiment de voir comment on peut encore mieux appréhender ce sujet-là, le co-construire avec vous. Donc, vous allez recevoir demain un questionnaire à la fois de satisfaction et un questionnaire dans lequel, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous positionner dans ce groupe de travail. Je voulais remercier nos 4 intervenants qui ont partagé leur point de vue, Valérie Martin et Valérie Richard. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Paris pour venir nous partager votre expertise. Et puis Eduardo Menchaca et Adrien de Céligny également pour le partage de vos différentes expertises. Cette conférence a été captée, elle sera prochainement disponible sur la chaîne YouTube de l'ISTC. Et puis je voulais remercier les personnes qui ont préparé cette conférence, Anne-Marie de Baudus, Adeline Capel et Gabriel Mettel pour l'ISTC et Léonore Moyon pour Réseau Alliance. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci beaucoup.